Bonjour, ici Cinéflix résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action à suspense intitulé Children of Men. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Le film s'ouvre en 2027, près de 2 décennies après la naissance du dernier enfant sur Terre. La population humaine tout entière est devenue stérile en raison de facteurs inconnus. Cela a conduit à la guerre et à la dépression mondiale, poussant la société au bord de l'effondrement. En conséquence, des milliards de réfugiés fuient d'un pays paralysé vers un autre. En 2027, la Grande-Bretagne est la seule nation encore existante. Sa géographie insulaire et son gouvernement totalitaire ont fait du bon travail pour retenir les désespérés. Certains d'entre eux qui parviennent à passer la frontière sont arrêtés, emprisonnés, voire exécutés. La scène se déroule ensuite dans un café de Londres où se trouve Théo Farin, un ancien militant politique devenu fonctionnaire. La salle est bondée de gens qui regardent les dernières nouvelles à la télévision. Il s'avère que le plus jeune citoyen du monde, âgé de 18 ans, a été poignardé à mort par un criminel psychotique. Alors que tout le monde est sous le choc, Théo semble indifférent à la nouvelle. Il prend son café et se dirige vers la station de bus la plus proche. Quelques secondes plus tard, une attaque terroriste à la bombe menée par une organisation appelée Fish fait exploser le café en 1000 morceaux. Cela fait plusieurs victimes, tandis que de nombreux autres sont blessés. Nous apprenons ensuite que les Fish sont un groupe militant qui défend les droits des immigrés et veut renverser le gouvernement britannique. Théo se rend néanmoins au travail, indiquant que ce genre d'événement est courant dans ce monde dystopique. Cependant, même au travail, tout le monde pleure la mort de la personne la plus jeune du monde. Cela irrite Théo, qui veut simplement faire son travail pour gagner de l'argent. Il se rend alors au bureau du directeur et ment en disant que la mort l'a affecté plus que prévu. Le patron lui donne avec empathie un jour de congé, alors Théo quitte son bureau et saute dans un train. Quelques minutes plus tard, il descend à une gare voisine où il voit des cellules de détention remplies d'immigrants illégaux. Il les dépasse nonchalamment et se dirige vers un vieil homme nommé Jasper qui semble attendre. Les vieux sont les nouveaux jeunes, et Jasper a l'air heureux comme un dingue. Théo monte alors dans la voiture de Jasper et il se dirige vers sa maison. Après un certain temps, ils arrivent à un charmant cottage, qui est astucieusement caché dans les bois, juste à l'extérieur de la ville. La femme de Jasper est malade mentale et Spencer regarde des coupures de journaux sur les crises en cours. Ah, le destin nous fait penser à la fin du monde. Nous avons tous cette maladie. Il y a aussi une photo de Théo avec son ex-femme, Julian, et leur fils décédé sur la table. Il est évident que les deux hommes partagent une relation de longue date. Plus tard dans la journée, le vieil homme parle fièrement de l'herbe qu'il a fait pousser dans le jardin. Il laisse même Théo goûter à sa nouvelle variété au goût de fraise. Puis Jasper change de sujet et évoque le projet humain. Il s'agit d'une organisation insaisissable qui cherche à résoudre les problèmes d'infertilité du monde. Théo semble indifférent, soulignant que même s'ils ont un remède, il est trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le monde a succombé à la dépression au point que l'humanité pourrait bientôt disparaître. Jasper lui dit « Tais-toi mec », et puis ils mettent Apex Twin. Et rit hystériquement. Le lendemain, Théo retourne à son travail dans le centre de Londres. La ville est terne, avec des infrastructures en ruine et des crimes à tous les coins de rue. Juste devant son bureau, 2 hommes attrapent soudainement Théo et le poussent dans une camionnette. Ils lui mettent un tissu sur la tête et l'emmènent dans une cachette secrète. Il est alors révélé que les hommes sont membres de l'organisation terroriste appelée Fish. Dans un retournement de situation choquant, Théo est ensuite accueilli par le chef du groupe. Julian, qui est aussi son ex-femme, lui parle avec désinvolture de la façon dont les Britanniques commencent à rejoindre leur mouvement pour le traitement équitable des immigrants. Ensuite, Julian révèle qu'elle a besoin de l'aide de Théo pour obtenir des papiers de transit pour un jeune réfugié qui veut se rendre sur la côte est du pays. Elle ajoute qu'il peut obtenir les documents par l'intermédiaire de son cousin Gary qui travaille pour le gouvernement. En échange, les poissons lui paieront une grosse somme de 5000 livres. Théo a désespérément besoin de cet argent car son travail ne paie pas très bien, alors il accepte à contre-ségur, ce qui incite Julian à pour le remettre dans la camionnette. Il le dépose près de son bureau et lui disent de rencontrer un homme nommé Luc dans un bar local dans 2 jours. Quelle heure? Il est britannique, il sera là toute la journée. Il se saoule. Ce soir-là, Théo se rend chez son cousin Gary, un pasteur qui dirige une collection d'art récupérée par l'État.
Théo invente une histoire selon laquelle sa nouvelle petite amie a besoin d'un papier de transport pour rejoindre son frère malade. Il dit que c'est très urgent, alors Gary l'aide à obtenir les documents nécessaires. 2 jours plus tard, Théo rencontre Luc, le chef adjoint des poissons, dans un bar local. Il lui révèle que son cousin lui a donné des papiers de transit commun, ce qui signifie qu'il devra lui-même escorter le jeune réfugié. Théo est prêt à le faire, mais il a besoin de plus d'argent de la part des poissons. Étonnamment, Luc accepte sans hésitation et lui remet une photo du réfugié avant de partir. Le lendemain, Théo rencontre Julian dans la banlieue du centre de Londres. Elle le conduit jusqu'à une voiture où le jeune réfugié nommé qui est une sage-femme, Myriam, l'attendent. Luc est au volant et il se dirige bientôt vers Canterbury. En chemin, leur véhicule tombe dans une embuscade tendue par une bande armée. Luc fait marche arrière et tente de s'enfuir, mais 2 voyous les suivent à moto. L'un d'eux tire sur la voiture et atteint Julian au cou. Désespéré, Théo appuie sur la blessure, tandis que Luc parvient enfin à se débarrasser des agresseurs. En s'éloignant de la scène, le groupe tombe sur une voiture de patrouille de police. Les policiers remarquent quelqu'un qui saigne sur le siège avant et leur ordonnent de s'arrêter. Luc sait qu'ils ne peuvent pas distancer la voiture de police, alors il leur tire dessus à contre-séhur. Après les avoir tués sur le coup, le groupe s'éloigne aussi vite que possible. Il s'arrête quelques kilomètres plus loin, mais à ce moment-là, Julian est déjà décédé. Cela dévaste tellement Théo qu'il s'éloigne de la scène et s'effondre. Mais il n'a pas beaucoup de temps pour faire son deuil car Luc l'appelle et le groupe se dirige vers une maison sûre dans une ferme rurale. Après quelques heures, ils arrivent dans une maison de campagne fortement gardée par des membres armés de la secte des poissons. Théo se nettoie et entend plus tard le groupe élire Luc comme nouveau chef. Ce soir-là, Myriam demande à Théo de l'accompagner car le jeune réfugié veut lui parler personnellement. Il la suit à contre-séhur dans une grange où l'attend Guy. Il est alors révélé que le réfugié se dirige vers la côte et de la Grande-Bretagne où il doit embarquer sur un navire nommé. De plus, Julian apprend à Guy qu'elle ne doit faire confiance qu'à son ex-mari au cas où quelque chose lui arriverait pendant la mission. Maintenant que Julian est mort, la réfugiée demande à Théo de l'emmener au mystérieux vaisseau. Cependant, Théo dit qu'il ne sait rien de la mission et tente de se rétracter. Cela incite Guy à se déshabiller soudainement, révélant des choses. Sa grossesse. Théo la regarde avec stupeur alors que la prise de conscience le frappe. Après presque 2 décennies d'infertilité mondiale, la première humaine à tomber enceinte se tient devant lui. Il comprend enfin l'ampleur de cette mission et accepte de l'aider. De retour à la maison de campagne, Luc informe tout le monde que la police peut les identifier et les arrêter à tout moment. Il dit que le plan de donner la jeune réfugiée au projet humain doit être modifié en raison de l'incident. Toutes les personnes présentes dans la maison savent que Guy est enceinte, et Luc ne veut pas. Le risque est grand. La plupart d'entre eux savent aussi que le gouvernement extrémiste n'acceptera en aucun cas un bébé d'une réfugiée noire. Par conséquent, pour protéger le bébé de tout risque potentiel, Lou insiste pour que Guy reste ici jusqu'à l'accouchement. La jeune réfugiée est un peu hésitante, mais elle n'a pas d'autre choix que de rester. Mais les choses prennent une tournure inattendue plus tard dans la nuit. Théo voit Luc escorter 2 garçons dans la cuisine de la maison de campagne. Ce sont les mêmes voyous qui ont attaqué leur véhicule sur la route de Canterbury. Théo descend donc sur la pointe des pieds et écoute leur conversation, qui révèle qu'il s'agit de Luc. Qui a organisé l'attaque qui a tué Julian? Il a fait cela pour lui prendre le pouvoir et mener les fiches dans une guerre contre le gouvernement britannique. Il prévoit maintenant de tuer Théo et d'utiliser le bébé comme un outil politique pour rallier le peuple à leur cause. Choqué par la révélation, Théo se précipite à l'étage et réveille rapidement Guy et Myriam. Il les informe du plan des fiches et dit qu'ils doivent partir immédiatement. Malgré l'annonce brutale, Guy accepte volontiers, car elle ne fait confiance qu'à Théo pour le moment. Ils sortent alors rapidement, se faufilent dans une voiture. Ils s'éloignent de la ferme. Quelques heures plus tard, ils arrivent au cottage de Jasper, dans la banlieue du centre de Londres. Théo présente le jeune réfugié et la sage-femme à son vieil ami. Jasper est plus que ravi et prépare même des repas sains pour eux tous. Pendant le dîner, il parle du lendemain, qui se révèle être un navire-hôpital déguisé en bateau de pêche. Il conduira Guy et son bébé au projet humain. Théo explique que le navire doit s'arrêter à Bexhill, qui est un camp de réfugiés près de la côte et de la Grande-Bretagne. En entendant cela, Jasper révèle qu'il a la bonne personne pour les aider à entrer à Bexhill.
Il connaît un policier qui lui achète souvent de l'herbe. Tu sais, Mike, parfois il suffit de jeter un petit coup d'œil aux excréments, tu sais. Malheureusement, le lendemain matin, les choses commencent à mal tourner pour le groupe. Tout le monde se réveille au son de l'alarme et Jasper vérifie rapidement les caméras de vidéosurveillance. Il s'avère que les poissons ont trouvé des traces de pneus en direction du chalet. Cela alarme le vieil homme et il exhorte Theo à partir rapidement avec ses amis. Et fait de son mieux pour retenir les poissons. Il leur indique ensuite la direction d'une école abandonnée, où son ami policier les attendra. Dès que le trio part, Jasper donne calmement du poison à sa femme malade mentale. Peu de temps après, les poissons font irruption dans la propriété, à la recherche de Theo. Ils finissent par trouver des documents sur les trois se dirigeant vers Bexhill. Cela inquiète le vieil homme, et il fait un dernier effort en faisant une blague pour les retenir. Mais Luke ne trouve pas cela drôle et lui tire dessus sans pitié. Pendant ce temps, Theo est dans les bois à proximité et voit son ami se sacrifier pour le bien commun. La vue le dévaste, mais il est maintenant encore plus déterminé à amener Key à Bexhill. Par conséquent, il les escorte à l'intérieur de la voiture de Jasper et les emmène. Le groupe s'arrête près de certains bâtiments abandonnés tard dans la nuit pour se reposer. Le lendemain matin, Theo se réveille et apprend qu'ils sont près d'une école abandonnée. Il trouve Key assis sur une balançoire à l'extérieur tandis que Myriam est dans l'une des salles de classe. Soudain, ils entendent une sirène à proximité et sortent immédiatement de l'école. Ils sont arrêtés par un véhicule militaire dont le conducteur leur ordonne de rester immobile. Theo se rend compte qu'il s'agit peut-être du policier dont parlait son vieil ami. Alors, il crie que Jasper les a envoyés à cet endroit. En entendant cela, le policier les invite à monter dans sa voiture et se dirige rapidement vers Bexhill. Il n'a aucune idée que Key est enceinte, et il ne se soucie pas non plus de la raison pour laquelle il se dirige vers le camp de réfugiés. Quelques heures plus tard, ils arrivent à Bexhill, qui est fortement gardé par des soldats armés. Le policier ouvre alors la porte et explique qu'une femme gitane nommée Miriachi les attend à l'intérieur. Elle les aidera à trouver un logement et d'autres commodités pour la nuit. Le camp se termine mais à ce moment critique, Key perd soudainement les os. Elle hurle de douleur, ce qui alerte un policier à proximité. Myriam le distrait en faisant comme si elle était possédée par un esprit. Cela suffit à permettre à Key et à Theo de s'enfuir, mais elle est emmenée. Quelques instants plus tard, les deux rencontrent la gitane, Miriachi, au bord de la route, et elle les conduit à leur chambre. Ce soir-là, Key entre en travail et lutte pour accoucher, mais Theo l'aide du mieux qu'il peut, et une petite fille naît finalement. C'est le premier être humain à naître depuis 18 ans. Le lendemain, on entend frapper fort à leur porte. Theo ouvre, et découvre le policier de la veille, accompagné de Mariachi. Il les informe que les poissons ont bombardé le périmètre de sécurité du camp de réfugiés. Soudain, il surprend Key en train d'essayer de cacher quelque chose sous la couverture, et la force à montrer ce que c'est. C'est alors révélé. Le policier a été informé que Theo et le jeune réfugié ont une prime sur leur tête. C'est pour cela qu'il est là, pour les capturer et les remettre aux autorités. Il est furieux parce qu'ils n'ont pas apporté de marijuana. Il pointe alors une arme sur eux et oblige tout le monde à sortir. Mais alors que le groupe atteint le hall, Miriachi pousse soudainement le policier dans les escaliers. Theo profite de cette opportunité pour attraper une lourde pierre qui se trouve à proximité. Il frappe alors le policier et met fin à sa vie pathétique pour de bon. C'est dur. Au lendemain de cet incident, Mariachi les conduit dans une ruelle où plusieurs réfugiés se sont rassemblés pour une manifestation. Les choses commencent à devenir tendues, car plusieurs de ces manifestants ont des fusils d'assaut. Le trio parvient tant bien que mal à s'échapper discrètement et se dirige vers un canal souterrain, mais juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre leur destination, les poissons surgissent de nulle part et les capturent. Luke emmène ensuite de force Key et le bébé dans un immeuble voisin, tandis que Theo et la gitane sont laissés avec les autres poissons. Cependant, l'armée britannique arrive quelques instants plus tard et ouvre le feu sans discernement. Le chaos s'installe lorsque les poissons ripostent, permettant à Miriachi et Theo de s'échapper. Il lui dit de l'attendre au bord des canaux, puis court vers l'appartement où Key a été emmené. Le bâtiment est lourdement attaqué par l'armée britannique, et Theo passe devant plusieurs cadavres en entrant. Avec eux, mais Luke, qui est engagé dans une bataille à proximité, leur ordonne d'arrêter. Alors que tout espoir semble perdu, une explosion secoue les lieux et Luke est tué sur le coup. Theo profite de cette opportunité et escorte Key hors du bâtiment. Il croise plusieurs personnes armées,
dont les soldats britanniques et les poissons, mais tout le monde est stupéfait par la présence du bébé et ils arrêtent même temporairement de se battre. Ils les laissent partir. Quelques secondes plus tard, la guerre reprend, alors Théo et Ki s'enfuit. Ils rencontrent bientôt Miriashi, qui les conduit au canal souterrain. Elle reste en arrière pendant que Théo, Ki et le bébé rament dans un petit bateau jusqu'au point de rendez-vous. Pendant ce temps, Ki remarque des taches de sang sur le bateau et panique à l'idée qu'elle saigne. Cependant, Théo révèle que c'est son sang, car il a été touché par une balle alors qu'il essayait de la rejoindre. La jeune femme est dévastée d'apprendre que son sauveur est en train de mourir, mais elle promet qu'elle nommera son enfant d'après elle. Théo sourit en entendant cela avant de finalement perdre connaissance. Le film se termine alors qu'ils décèdent tandis que leur bateau atteint le lendemain. On peut entendre le son des rires des enfants sur le bateau, ce qui indique que le monde a peut-être un peu d'espoir après tout. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.